Bonjour tout le monde! J'ai décidé de vous faire une série d'informations, de préparer une série d'informations sur COVID-19. J'appellerais ça un complément d'informations sur ce qu'on voit à la télévision. Donc, c'est de l'information que j'ai pris sur le web, un peu partout, de l'information qui m'a été utile pour comprendre un petit peu les chiffres sur la pandémie parce que je voulais tenter de comprendre réellement euh, quelle est la relation entre les décès de la COVID-19 puis les décès en général. Et puis, dans toutes mes recherches, j'ai abouti à un paquet d'informations que je vais vous partager ici. Il y en a vraiment beaucoup, donc je vais y aller en rafale. Au début, ça va être un petit peu plus d'un rythme normal, mais au fur et à mesure, je vais accélérer le rythme et puis vous pourrez toujours mettre sur pause ou revenir en arrière si vous voulez. Alors, on commence. Donc, les sujets dont je vais traiter, premier, c'est la méthode de classifier les décès de COVID-19. Ensuite, les statistiques de COVID-19 au Canada puis dans les autres pays. Comparaison avec d'autres pandémies qu'il y a déjà eu dans le monde. Histoire de conspiration sur les chiffres de décès, on va parler de ça. Les données sur le docteur Didier Raoult, le fameux épidémiologiste, immunologiste, on va en parler. L'information sur l'Organisation mondiale de la santé, financement de l'OMS et défi d'impartialité, les droits et libertés, nos droits et libertés, puis un petit mot de la fin. Donc on commence. Ça ici, ça se trouve à être les indications de l'Organisation mondiale de la santé sur comment, si on veut, enregistrer un décès de COVID-19. Et puis l'exemple ici, on a par exemple ici la cause suspecte qui est COVID-19 qui a amené à une pneumonie, puis finalement qui a causé le décès ici. Mais dans la partie 2 ici, il y a les autres causes significatives qui peuvent aller comme par exemple les maladies cardiaques, les maladies diabète, maladies pulmonaires. Donc, si une personne est atteinte de ces maladies graves-là, ne serait-ce que depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, mais qui contracte le COVID et suite à ça, il décède, à ce moment-là, la cause de décès, ça va être COVID-19 et non pas la maladie principale qui l'a emmené finalement à l'hôpital dans plusieurs cas. Donc ça, c'est la façon de comptabiliser les records. Une façon qui est évidente ici, c'est que dans le cas d'un accident de véhicule, si la personne décède, là, ce n'est pas une mort de COVID-19. Ça se trouve à être les exemples que l'OMS donne pour dire comment enregistrer comme il faut, puis donc les lignes directrices. Ça ici, ça se trouve à être les statistiques de décès au Canada. Donc, si on regarde ici, on est rendu au 30 mai, il y a 7000 décès au Canada qu'on a catégorisé des décès de COVID-19. Puis moi, ce que je trouve difficile, c'est que quand on entend ça à la télévision, qu'il y en a 1000 ou qu'il y en a 200 aujourd'hui ou qu'il y en a 500 ou qu'il y en a... C'est toujours par rapport à combien de décès on a au total pour être capable de mettre en relation c'est quoi l'importance de ces décès-là. Alors, pour vous donner une idée, au Canada, il meurt par année 287 000 personnes. Ça, c'est en 2019. Ça veut dire qu'à tous les mois, grosso modo, il y a 24 000 personnes qui meurent de toutes causes confondues. À tous les semaines, c'est 5 500. Puis journalier, c'est 788. Donc, à tous les jours, au Canada, on s'attend à avoir en moyenne 788 décès, toutes causes confondues.
Donc, ça c'est la statistique. Maintenant, si on regarde le schéma, par exemple, quand on voit ce schéma-là ici avec les petites lignes blanches, les petites lignes noires, qui nous donnent à tous les jours le nombre de décès, bien, quand on voit ça, souvent on se dit, coudonc, il y a encore des décès de COVID-19. Mais en réalité, il faut dire qu'il y a 817 ou à peu près décès par jour qui a lieu, dont ceux de la COVID, qui, en passant, ceux de la COVID, ben, c'est des décès qui, dans certains cas, par exemple, si on regarde dans les CHSLD, les gens qui sont les plus malades et qui sont, disons, sur le point de mourir dans 2 semaines ou dans un mois, ben, c'est sûr que s'ils attrapent le COVID-19, ben, ils vont peut-être mourir. Puis là, la cause va être le COVID-19, ça ne sera pas la cause principale. Donc, la quantité de décès qu'il y a ici, il y a un gros point d'interrogation à savoir, est-ce que c'est vraiment la COVID-19 qui est la cause principale ou non? Puis ça, c'est malheureux, mais c'est l'Organisation mondiale de la santé qui demande à tous les pays de comptabiliser les décès comme ça. Ça fait que ce qui va arriver, ça ici, c'est juste pour dire que dans le fond, à 7000 décès, si on figure qu'il y a à peu près 5000 décès par semaine, 5400 décès par semaine, et qu'on est rendu à 7000 de la COVID-19, c'est comme si on était, en réalité, à peu près 1 semaine et 2 jours en avance sur nos décès totaux de l'année. C'est comme si la COVID aurait accéléré des décès, pas pour minimiser les décès, mais juste pour dire, puis on sait que les statistiques, c'est que 80% des gens qui décèdent, c'est des gens de plus âgés, 70 ans et plus, et qui avaient des maladies, comme on appelle, en tout cas des maladies graves. Donc, c'est ça, on serait 1 semaine, 2 jours en avance sur nos décès au Canada. Maintenant, qu'est-ce que ça représente, ces décès-là de COVID par rapport à tous les décès? J'ai fait une statistique ici qui était disponible à Statistique Canada pour l'année 2016. Puis on voit qu'en 2016, ben, disons, dans toute l'année, il y a, disons, à chaque mois, le mois de janvier, février, c'est les différentes barres. Ça, c'est le nombre de décès dus au cancer. Donc, au Canada, grosso modo, il y a à peu près 6400 décès par cancer par mois. Cardiovasculaire, 4100. Les ACV, c'est 1000. Puis là, ils vont en diminuant. Les accidents, les maladies respiratoires, le diabète, Alzheimer, etc., influenza, pneumonie, etc. C'est sûr que dans les chiffres de la COVID qui sont ici pour 2020, ça ici c'est 2016, les chiffres de la COVID 2020, ben, a sûrement, comme on dit en langage mathématique, cannibalisé des décès qui auraient eu lieu, disons, au niveau du cancer ou du cardiovasculaire qui se sont retrouvés dans le COVID à cause de la façon de compter. Donc, c'est plate à dire, mais on n'a pas l'information actuellement pour dire, ben OK, au mois d'avril, il y a eu tant de décès au niveau cancer, cardiovasculaire, ACV. On n'a pas cette statistique-là. Donc, on n'est pas capable d'avoir le décompte. On n'a pas cette vision-là. C'est malheureux. Ça ici, ça se trouve avec les différentes années dans Statistique Canada. Donc ça, c'est les données que j'avais prises pour 2016. 2018, c'est les données au complet. Puis ce qui serait intéressant de savoir, c'est au niveau 2020, ben, combien est-ce qu'il y a eu de décès projetés? Si on regarde juste les statistiques, dans les statistiques, il y a une augmentation autour de 2,5% par année du nombre de décès. En passant, il y a à peu près 280 000 décès au Canada, mais il y a 380 000 naissances. C'est ça qui fait que la population, disons, grandit au fur et à mesure. Ça fait que si on regarde ces données-là, si on aurait pu, disons, extrapoler pour 2020, puis dire, bon, OK, on s'attend à avoir tant de décès au mois de janvier, février, mars,
Et puis que là, on regarde le total avec la COVID, on aurait pu voir si la COVID a vraiment un impact, puis quel genre d'impact. Il y a un site ici, Our World and Data, ce qui est très, très intéressant. Eux, ils font la compilation de tous les décès par COVID. Encore là, COVID, étiqueté COVID. Et puis, ça nous donne où on se situe. Nous autres, par exemple, au Canada, on est autour de 5500 ici au mois de juin. Bon, on est dans le bas de la courbe. Puis, on a les autres pays qui sont plus hauts. Puis, les États-Unis, nécessairement, sont 10 fois plus grands que nous autres. Ils ont plus de décès que nous autres. Donc, ça nous donne une idée du nombre de décès. Aussi, ce qu'on voit, c'est que quand les lignes se stabilisent ici, c'est que les décès par rapport à la COVID, ben, ils ont arrêté d'augmenter. Donc ça nous donne une indication que c'est stabilisé, mais on a un autre graphique là-dessus. Ici, il faut prendre en considération que dans l'année, au total, on est à 383 000 décès dans le monde, au complet dans le monde, par rapport au COVID-19. Puis les décès globaux sont de 2 747 000 en 2018. Donc, mettre les choses en proportion, ça donne une idée. Ça se trouve à être les différentes pandémies qu'il y a eu au cours du 19e, au cours du 20e siècle. Donc, tu as la grippe espagnole ici, 24 millions de personnes. Certaines études disaient 24 millions, d'autres 39. Donc, ça donne un ordre de grandeur. Fait que ça, c'est un genre de pandémie. Une autre pandémie ici, ça, c'est un autre estimé de pandémie de la grippe espagnole. Donc, il y a eu différentes estimées. La grippe chinoise, 1,5 million de décès. Un autre grippe ici. À Hong Kong, un autre grippe ici. Le flux en Russie, 700 000. Puis, une année typique de décès de flux, de grippe, c'est autour de 400 000 personnes. À toutes les années, dans le monde, à peu près 400 000 personnes. Puis là, si on regarde la date, dans le COVID, qui s'est stabilisé, on est à 383 000. Donc, si on met les choses en proportion, on voit que le nombre de décès par rapport à COVID, par rapport à la grippe, est vraiment similaire. Donc, tu sais, quand on parle de pandémie, oui, c'est dans chaque pays, mais si on regarde la quantité de personnes que ça a touché, on peut se poser des questions par rapport à toutes les mesures qui ont été prises dans chaque pays, de confinement, puis de ralentissement de l'économie, etc. Juste la grippe va tuer 400 000 personnes par année. On est à 383. En tout cas, moi, j'ai de la misère à la comprendre, celle-là. Ça, c'est l'autre site Euromomo que vous pouvez voir où ils ont les graphes de 24 pays qui participent, l'Autriche, la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne, la Suède, Suisse, l'Angleterre, etc. Puis, ce qu'ils font, c'est qu'ils comptabilisent à toutes les semaines les statistiques de COVID-19 pour voir finalement l'évolution des pandémies. Ça, ils ont mis ça au point en 2017. Donc, c'est vraiment utile. Ça nous permet d'avoir une vue plus globale. Et puis, et ce que ça dit ici, c'est qu'à la semaine 22, qui se trouve à être à la fin de mai, on est en excès de décès de 172 000 personnes. Et puis c'est-à-dire que exactement, et dans ces décès-là, mais il y en a 157 000 qui sont dans le groupe d'âge de 65 ans et plus. Donc ça, c'est le site web. C'est vraiment intéressant. Ça couvre toutes les années. 2017, 2018, 2019, puis là, on est à 2020. Et puis, on voit les décès globaux. Les décès globaux, qui est la ligne bleue ici. Et puis, la ligne grise et rouge, ben, c'est la ligne, si on veut,
mathématique qui ferait comme un genre de moyenne, mais la ligne réelle, c'est la ligne bleue. Pool death, c'est la ligne bleue. Puis il y a toujours un pic ici au mois de décembre, janvier, février, mars. C'est l'influenza, dans le fond. Il y a beaucoup plus de décès dans ce moment-là. Donc, à toutes les années, on voit 2017, 2018, 2019, 2020, pour une raison, les décès ont été décalés un peu, mais si on regarde la courbe, ben on voit qu'on a monté ici à la semaine 17 de 2020 à un pic, puis là, semaine après semaine, on est rendu à la semaine 22, ben on se trouve à être complètement rendu au bas de la courbe. Donc, ce qui nous montre que la pandémie, elle est terminée. Appelons ça pandémie. La vague, elle est terminée. On est rendu exactement à la normale dans 24 pays. La moyenne qui se trouve à être, disons, à 52 000 décès par mois. Puis là, ben, on est, c'est-à-dire par semaine. Et là, on est à 47 900 par semaine. Donc, on est déjà sur la courbe descendante. Moi, ce que je pense, c'est que il y a les décès qui ont eu lieu de COVID-19, c'est des gens qui étaient vraiment mal en point, qui autrement auraient probablement décédé, qui sait, 2 semaines plus tard, 1 mois plus tard, 3 mois plus tard, qui sait, mais probablement que dans l'année, on n'y verra pas de différence. Moi, c'est ce que je pense, mais à mot couvert, Trudeau, au début de la semaine, il a dit ça à un moment donné dans une de ses entrevues. Il dit, on ne sait pas si on va voir une différence à la fin de l'année. Donc, la pandémie, elle est comme terminée. Semaine 22, c'est la semaine du 25 au 31 mai. Et ça, c'est l'autre graphique sur le même site. Si on descend plus bas, ça donne l'excès par rapport aux moyennes. Comme ici, on voit l'année 2019. Ici, on voit l'année 2018. Et 2018, il y a eu un peu plus d'excès qu'en 2019. Et ça, le baseline, je pense qu'il est en 2017. Donc, on monte à l'excès. Puis c'est sûr qu'il y a toujours des excès en début d'année parce que l'influenza qui arrive là dans les premières semaines. Et puis, en moyenne, on a vu qu'il y avait à peu près une augmentation de 2,5% du nombre de décès. Donc, c'est sûr que ces lignes-là vont aller vers le haut. Puis, dans notre cas, cette année, ben là, on s'en va un peu vers le haut. Puis là, ben, on arrive à un excès autour de 196 000. Si on fait la différence entre 96 puis, disons, 2018, on a à peu près 100 000 de différence, exactement 100 000. Donc, ce qui trouve, on se trouve à, c'est-à-dire 10 000 de différence. Et 10 000, c'est l'équivalent à peu près de 2 semaines. Donc, c'est comme si on était en avance sur les mortalités d'à peu près 2 semaines. Puis là, ce qui va arriver, ce que je pense, c'est que cette ligne-là ici va descendre au fur et à mesure pour se ramener parce que les décès de COVID-19, si on pose l'hypothèse que c'est des gens qui seraient décédés, disons, dans 1 mois ou dans 2 mois, mais ils ont décédé trop tôt à cause de la COVID-19 est arrivée, bien là, à ce moment-là, ça devrait se stabiliser. On verra. Mais on est proche, si on veut. Ici, ce que je montre, c'est qu'au début, vous savez, ça c'est au 1er avril, il y avait beaucoup de différences de taux de mortalité. Puis le problème qu'il y a, c'est que quand on calcule les taux de mortalité ici, ben on le calcule d'une façon, je vais prendre un exemple. Admettons qu'il y a 100 personnes qui sont atteintes du COVID, mais il y en a 10 qui sont vraiment mal en point, puis ils vont à l'hôpital. Donc, ils sont enregistrés à l'hôpital comme étant atteints du COVID. Ils ont le COVID effectivement, puis il y en a un sur les 10 qui meurt. Bien, le taux de mortalité est 10%. Mais les vrais cas, dans le fond, c'est 100. Parce que les autres gens qui ne sont pas allés à l'hôpital, ben finalement, ils ont le COVID aussi, mais ils n'ont pas été enregistrés. Donc, ce qui fait que d'un pays à l'autre, c'est complètement... Les chiffres ne veulent plus rien dire. Ça dépend du nombre de cas qu'on a évalué versus les décès. Puis ça, c'est aléatoire d'un pays à l'autre. Donc, la ville de Moscou, par exemple,
c'était au mois d'avril, ils avaient enregistré, eux, 636 décès de coronavirus. Puis là, il y a des gens qui les ont critiqués, puis ils ont revu leurs chiffres à la hausse. Ce qu'ils ont dit, c'est que, OK, donc il y a 656 personnes qui avaient été diagnostiquées avec la corona, mais ils sont décédés vraiment de d'autres causes. On les a rajoutés à notre 636. Dans le fond, c'est qu'ils n'avaient pas suivi la méthodologie de l'OMS. Donc, ils ont rajouté aux 636. Puis aussi, dans la méthodologie, il y a 169 personnes qui sont décédées, mais ils ne connaissaient pas la cause. Puis l'OMS, ce qu'ils dit, c'est que quand tu ne connais pas la cause, c'est coronavirus. Fait qu'ils les ont rajoutés, puis finalement, ça fait un total de 1561. Fait que tout ça, cette façon-là de comptabiliser, moi, je veux dire, je suis loin d'être un médecin, mais je me débrouille pas pire en statistique. C'est vraiment difficile d'avoir un vrai taux de mortalité de cette façon-là. Le président américain a mis des doutes sur justement les taux de décès qui étaient annoncés. Et puis certains des commentateurs de Fox News, des anciens commentateurs, ce qu'ils disaient, c'est « They don't distinguish between those who die with the disease and those who die from it ». Fait que c'est exactement ça. Fait que dans la façon de comptabiliser, on n'est pas capable de savoir si c'est vraiment COVID ou ben non, c'est maladie pulmonaire avancée qui finalement, la COVID, c'est comme la cerise sur le sundae, excusez l'expression, qui les fait décéder. Donc, le Council of State Territorial Epidemiologists, il recommande au Center for Disease Control and Prevention that it should count both deaths from patients confirmed to have the coronavirus as well as probable cases or individuals who died without being tested. Donc ça, c'est de la façon dont on veut comptabiliser. Donc finalement, on met quasiment tout dans le COVID-19. C'est pour ça que le chiffre de mortalité totale d'un pays, tant qu'à moi, c'est la mesure de savoir, y a-t-il vraiment une pandémie, puis on s'en va dans quel sens. Fait que c'est un chiffre qui est vraiment important. C'est malheureux, parce que je ne le vois pas, moi, ici au Canada. Ni au Québec, c'est une donnée qui n'est pas disponible du tout. On est dans le noir. Aujourd'hui, on a eu 100 nouveaux cas de corona. On a eu 300 nouveaux cas. Ben oui, mais nouveaux cas. Est-ce qu'on dit qu'il y a eu tant de nouvelles grippes, tant de nouvelles pneumonies? On ne dit pas ça, c'est chaud. Combien de nouveaux cancers? Il y en a des nouveaux cancers. Il y en a 500 par jour, nouveaux cancers. C'est incroyable. Alors, on ne s'en porte pas. Et ça, c'est un autre Fox News qui disait qu'il a remarqué que les décès de pneumonie avaient diminué soudainement, comme preuve que la façon de comptabiliser n'était pas juste. Donc, ça, c'est une autre émission en France où ils ont comparé les décès par rapport au coronavirus. À un moment donné, on disait que c'était 3,5%. Puis en réalité, selon l'Institut Pasteur qui ont fait des analyses supposément poussées, je ne suis pas allé voir à fond, ça semble assez technique, mais en tout cas 0,53%. Mais encore là, si on met tout ça dans le même lot, est-ce que les personnes étaient infectées? Est-ce que les personnes avaient des maladies pulmonaires? Je ne sais pas. Mais 0,53%, c'est la donnée. Ça, c'est la donnée qu'ils ont sortie ici, comme quoi une personne normale, sans maladie, ça, c'est les probabilités de mourir du coronavirus. En gros, ça serait ça. Selon l'Institut Pasteur. Moi, je pense qu'il faut en prendre un petit peu de ça. Il faut en prendre d'un autre. Il faut aller chercher notre information d'une source puis d'une autre source pour essayer de se faire une tête là-dessus. Didier Raoult. Bon, Didier Raoult, j'ai vu plusieurs vidéos, des entrevues. On essaye de le coincer dans plusieurs entrevues. C'est un microbiologiste de renommée, juste pour vous donner une idée. Il est dans Wikipédia. Et puis, donc, c'est un
si on veut, c'est un médecin, physicien, microbiologiste spécialisé dans les maladies infectieuses. Puis il est directeur de l'unité de recherche sur les maladies infectieuses tropicales émergentes à Marseille. Donc, puis il a travaillé beaucoup avec COVID-19. Lui, il a un site web très intéressant. Je vous invite à aller le voir parce qu'il y a des choses claires là-dessus. Tout son background en passant. Lui, ben, son père était médecin militaire, sa mère était infirmière, puis même sa femme, elle est psychiatre. Donc, comme parcours, professeur titulaire, docteur en médecine, spécialité microbiologie, maladies infectieuses, directeur d'IHU Méditerranée Infection, Marseille. Donc, ça, c'est ça. Puis les responsabilités, il y a eu plusieurs responsabilités, professeur associé à l'université, création de la gestion de la fondation. Ici, création des présidences de la Fondation scientifique Infectiopôle de Marseille. Conseiller au ministère de la Santé et ministère de la Recherche, bioterrorisme et de maladies infectieuses, président du comité scientifique de laboratoire, président de l'université d'Aix, Marseille en France, à Marseille, président de la Commission nationale de recherche médicale, création de direction. Bref, si vous regardez son pedigree, il est incroyable. Il a écrit plusieurs articles. Si on regarde, ça c'est son équipe ici à Marseille. Il y a 200 personnes qui travaillent dans son laboratoire, 89 chercheurs et médecins. Il publie en moyenne 325 années par article par année, 300 articles par année. Ils ont déposé 50 brevets. Il est aussi à l'origine de la création de 8 startups. Le gars, il est vraiment, moi, il m'impressionne. Il est assez humble et puis il connaît sa notoriété. Les journalistes, des fois, essaient de le coincer, mais l'affaire qu'il y a, c'est qu'il n'est plus invité, ou il est presque plus invité dans les médias, parce que je pense qu'il n'y a pas un médecin, un infectiologue qui est capable qui connaît autant, et puis qui est capable de lui démontrer des choses. Lui, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expérience de terrain. Donc, c'est un peu ça. Des reconnaissances, bien, il y en a eu en 2010, le Grand Prix Isotherme 2010 pour l'ensemble de sa carrière. Il a fait construire justement l'Institut. Il a ouvert cet institut-là dédié à la prise en charge et l'étude des maladies infectieuses et associé à un seul lieu des activités de diagnostic, soins, recherche, etc. Donc, c'est ça. Il y a eu 25 prix nationaux, internationaux. Ça, c'est tous ces prix. Vous irez voir sur son site web, c'est vraiment bien fait. Et puis, bref, il fait des entrevues comme ça. Donc ça, c'est une de ces entrevues où on essaye de lui tirer les verres du nez. Et puis, il se débrouille vraiment, vraiment bien. Mais il connaît tellement l'historique aussi. Toutes les pandémies, il les connaît dans le moindre détail. Puis ce qu'il dit ici sur les vaccins, on n'arrive plus à sortir de la confusion entre « je crois que les vaccins sont bons » ou « je crois que les vaccins ne sont pas bons ». Ceci n'a pas de sens. Parfois oui, parfois non. Ça dépend du contexte, ça dépend du pays. Donc, il n'y a pas un oui ou il y a un non. Il faut vraiment regarder le contexte, puis il l'explique bien. Pour les vaccins, il faut avoir une réflexion sur le bénéfice et le risque. Donc, certains vaccins ont permis d'éradier des maladies infectieuses, puis d'autres vaccins sont totalement inutiles, malgré qu'ils ont été obligatoires. Fait qu'il parle du vaccin de la typhoïde qui ne marchait plus du tout, c'était très douloureux, ça ne fonctionnait pas. Il a écrit un livre ici, La vérité sur les vaccins. Donc, il en parle un petit peu dans cette entrevue-là. Que pensez-vous de la voie choisie par le gouvernement, à savoir celle de l'obligation? Alors, il répond, est-ce qu'il y a des problèmes qui sont tellement importants en France qu'on doit passer à l'obligation vaccinale? Je ne crois pas. Donc, à chaque fois qu'il y a eu des stratégies d'intervention politique directe sur quelque chose qui est de l'ordre de la prévention médicale, qui est le rôle des médecins, à chaque fois, ça est mal passé. Voilà, il y a une réflexion à avoir sur l'hépatite B, H1N1, dérivés liés aux décisions gouvernementales avec la vaccination. Donc, il en parle là-dedans. Les 3 grandes maladies pour lesquelles il faut avoir une stratégie vaccinale et qu'on n'a pas, parce qu'il y a des millions de cas, c'est la grippe, la varicelle, certains virus. Donc, il met l'accent là-dessus. Que pensez-vous? Donc, il pense que c'est une fantaisie scientifique. Personne ne sait.
le fait de 95% de couverture vaccinale. Donc, je pense que c'est une fantaisie scientifique. Personne ne sait. C'est des modèles mathématiques qui représentent de la science. Comme moi, je représente comme un joueur de lutte de dire un jour 95%, c'est pas vrai. Exemple, la rougeole, cela a pris 2 vaccins plutôt qu'un afin d'avoir une couverture de 95%. Résultat, 1 mort par an par la rougeole par an, alors qu'il y a 20 000 morts qui sont liés à la grippe en France. Donc, il essaie de mettre les choses en perspective. Est-ce qu'on a besoin de 95% de couverture pour le COVID? Lui, non. Il y a une réflexion à avoir pour prendre des obligations brutales d'obliger la population à faire quelque chose. Il faut qu'il y ait une situation de risque, une situation de guerre, une situation d'épidémie qui justifie les mesures qui soient extrêmement rigoureuses. On n'est pas dans cette situation. Il n'y a plus de cas de toutes ces maladies en France que dans le reste de l'Europe. On n'est pas dans une situation dramatique. Et ces espèces de chiffres de 95%, c'est des trucs de bureau administratif, aucune base scientifique, aucune personne n'a jamais démontré une chose pareille. C'est une spéculation sur des modèles mathématiques qui ne prédisent jamais rien. D'ailleurs, ça ne marche jamais, les modèles mathématiques de prédiction. Donc, ce qui dit 20 000 morts en France, les personnes âgées de 75 ans. Donc, en France, ils vaccinent les personnes plus âgées, mais ce qu'il dit, c'est les personnes de 75 ans, de 20 à 30% des cas, ça marche dans 20 à 30% des cas. Donc, ce n'est pas une bonne stratégie. En Angleterre puis aux États-Unis, on vaccine les enfants. Ça a plus de sens. Donc, la grippe, c'est une priorité de santé publique car on parle de millions de cas par an, avec des milliers de morts par an. Donc, ça, c'est son point de vue. Je suis pour qu'on priorise les stratégies vaccinales pour les problèmes qui existent et pas pour ceux qui pourraient exister. C'est sûr que la COVID-19, on regarde les quantités de décès par COVID-19, c'est loin d'être une pandémie. C'est la maladie dans laquelle on est. C'est la maladie du siècle. Donc, on parle pas de maladie ici, mais on parle de médias, les couvertures médias. Si tous les jours, à chaque fois qu'il y a un cas de rougeole, vous le rapportez 10 jours de suite, mais que vous ne rapportez aucun cas de grippe ou de varicelle, les gens finissent par avoir une impression médiatique qui est complètement déconnectée de la réalité. C'est un peu ce qui se passe avec la COVID-19. On entend 200 nouveaux cas, 100 nouveaux cas, 30 décès ici, mais on n'a pas parlé des 700 décès ou des 500 décès de cancer. On n'a pas parlé des décès de pneumonie, de grippe. On n'a rien parlé de ça. On met juste l'accent COVID, 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 COVID. Moi, je n'en reviens pas. Les choses sont mises à la télévision. Il n'y a pas moyen d'avoir une perspective globale pour savoir si c'est important. On est dans la peur. Puis là, à ce moment-là, comment décider? On nous tient... On ne nous donne pas l'information pour décider. C'est pour ça que j'apporte cette information-là, pour essayer d'éclairer un petit peu. Professeur français sur un vaccin coronavirus, il s'est prononcé le 30 avril là-dessus. Ce qu'il dit, dans le fond, c'est quand on ne sait pas gérer une maladie infectieuse, on nous sort le coup de vaccin. A poursuivi le français. Il est déjà difficile de vacciner correctement contre la grippe alors qu'un nouveau virus, honnêtement, la chance qu'un vaccin pour une maladie émergente devienne un outil de santé publique est proche de zéro. Donc, lui, il n'y croit pas beaucoup. Il n'y croit pas du tout, du tout. Donc, la controverse avec l'hydroxychloroquine. Le Brésil a généralisé l'usage. Trump en a pris. Donc, lui, il a déjà rendu une première, il avait rendu une étude publique au début de mars, et puis une autre étude avec 1000 patients, et puis ce que ça disait, c'est qu'après 10 jours, plus de 9 sur 10 n'avaient plus de charge virale. Puis encore là, c'est pas un charlatan, là. Le monsieur, il y a 200 personnes qui travaillent dans son organisation, il a fait ça toute sa vie, il a eu des prix. Ce qu'il dit, pour moi, ça tient la route. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui est capable de démentir ses recherches puis toute la notoriété qu'il a. Donc, il défend l'hydroxychloroquine. Ça, c'est la dernière étude qui a sorti à la fin mai. 3700 patients. Donc, en gros, là-dessus, pas de mort subite. Les gens, après 3 jours,
ont été guéris. Ce qu'il dit, c'est ainsi pour les équipes professeur Raoult, les conclusions ne sont en un peu plus claires. Un diagnostic précoce, un isolement précoce et un traitement précoce avec au moins 3 jours d'hydroxychloroquine avec de l'azithromycine permettent d'obtenir un résultat clinique et une contagiosité nettement meilleure chez les patients atteints de COVID-19 que les autres traitements, parce qu'il y avait, dans ces 3700, il y avait 3100 ou 3054 qui avaient le traitement avec l'hydroxychloroquine et 600 avec l'autre. Donc, ils ont vu la supériorité. Ça, c'est l'étude. Si vous voulez le voir, moi, je l'ai regardé vite fait, là, mais c'est plein de termes techniques. Donc, ce que ça dit en conclusion, early diagnosis, early isolation and early treatment with at least 3 days of hydroxychloroquine puis azimuthoprim, excusez, result in a significantly better clinical outcome and contagiosity in patients with COVID-19 than other treatment. Long-term follow-up to screen for fibrosis will be the next challenge in the management of COVID-19. Donc ça, c'est un peu ce que lui en pense ou où ses études ont mené. Donc, il y a eu une étude Lancet qui a été finalement démentie, cette étude-là bidon qui a été faite. Il y a une douzaine de médecins qui ont écrit une lettre à Lancet disant que c'était complètement faux. Il y avait des chiffres faussés. Par exemple, le pourcentage de population d'une certaine race était le même, que tu choisissais un pays, l'autre pays, l'autre pays. Bref, il y avait des erreurs très graves dans cette étude-là. Bref, ils ont ajouté un paquet de corrections puis de bémols. Bref, ça ne tient plus la route, le 27. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est quelques statistiques qui sont sorties dans le courant des derniers mois à la télé, journal, pour mettre en relief les décès des différentes grippes saisonnières, décès par rapport au COVID. Les gens qui étaient le plus touchés, il donne l'exemple avec la Chine, donc c'est les mêmes groupes d'âge, etc. Puis en France, ils s'enlignent peut-être pour, là ils n'ont pas de vaccin, mais c'est sûr que ça serait la tendance de vouloir vacciner tout le monde. Donc il y a plein de gens qui s'opposent à ça. Au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, eux, c'est eux qui donnent les directives, puis tout le monde suit les directives. Donc, et puis c'est sûr qu'ils travaillent très très fort pour essayer de découvrir des vaccins, parce que l'hydroxychloroquine puis l'azithromycine, ça n'a pas été démontré. Donc, je pense que c'est plus payant pour eux autres de financer toute la recherche pour essayer de découvrir un vaccin. Et puis, là, je vous montre un petit peu des données sur la World Health Organization. Comment est-ce que c'est financé, cet organisme-là? C'est important de savoir ça. C'est financé par des donneurs. Donc, tu as les États-Unis, mais tu as un paquet d'autres aussi qui financent. Je vais vous montrer le tableau, mais les États-Unis ont arrêté de donner des fonds. Donc, ça, c'est le fonds de 4,4 milliards de budget. Et puis, le deuxième plus gros donateur, c'est la fondation Bill et Melinda Gates. Donc, c'est ça. The WHO has become increasingly dependent on voluntary contribution, which put pressure on the organization to align its goal with those of its donors. Fait que ce qui arrive, c'est qu'il y a les fonds qui sont donnés par les individuels, comme des Bill Gates, puis comme d'autres donneurs indépendants. Ils veulent que ça serve au moins à quelque chose. Ça fait que, donc, le président américain a annoncé qu'il était pour arrêter de donner des fonds parce que ils ont mal géré la grippe, l'influenza. En fait, ils avaient des données disponibles au mois de janvier qu'ils n'ont pas rendues publiques. Je vais en parler un petit peu tout à l'heure. Et puis, finalement, Trump a décidé d'arrêter les fonds.
Donc, les fonds, comment ils sont distribués? Tu as les membres, donc des États, des pays, puis tu as des philanthropes qui financent. Pour vous donner ici le portrait, les États-Unis financent à hauteur de passer 800 millions. Bill Melinda Gates sont à peu près à 500 millions. Puis l'United Kingdom. Puis ensuite, on a le reste, l'Allemagne, le Japon, etc. Le Canada, on est ici. La Chine, la France. Donc ça, c'est tous les dons qui sont donnés à l'Organisation mondiale de la santé. Ça, c'est le budget de 2,2 milliards à date. Puis là, ce qui arrive, ça, c'est des critiques des critiques de Alexis Madrigali dans le Atlantic. The Atlantic, c'est un auteur d'un livre ici. Puis ce qu'il dit, les fondations, c'est qu'ils n'ont pas de compte à rendre. C'est pas comme une compagnie où ils ont des comptes à rendre à leurs actionnaires. Ils n'ont pas de compte à rendre comme tel. Et puis, ils sont donor directed. Donc, finalement, la mission, les gens qui contribuent à ces fonds-là, ils enlignent un peu la direction de comment va aller l'organisation. Puis en plus, les gens qui donnent, ils ont des déductions de taxes. Donc, c'est sûr que pour les plus riches, comme des Melinda Gates, Bill Gates, ils font des économies de taxes en investissant là-dedans. En 2002, Gates Foundation, ils ont acheté la fondation. Là, on parle bien de la fondation Bill et Melinda Gates qui a investi dans l'Organisation mondiale de la santé à hauteur de 500 millions. Mais ils investissent dans un paquet d'autres choses, la fondation. Ils ont investi dans 9 grosses compagnies pharmaceutiques. Donc, ils ont déjà commencé à s'impliquer il y a 18 ans dans les compagnies pharmaceutiques. Et puis, ils investissent beaucoup dans ces compagnies-là. Puis, c'est sûr que quand les compagnies pharmaceutiques font de l'argent, c'est comme n'importe quel actionnaire, ils font de l'argent. Donc, ils ont investi. Puis, c'est correct. C'est correct pour eux autres d'investir là-dedans. Donc, c'est sûr que Bill Gates, c'est l'homme le deuxième plus riche de la planète. En 2019, il a dit qu'investir dans ces 3 fonds-là, Wednesday Gates revealed the best investment he has ever made in an essay in the Wall Street Journal. 10 milliards qu'il a investi dans la fondation ici. Via la fondation, dans 3 organisations pour rendre accès les vaccins puis de la médecine à travers le monde. Donc, c'est sûr qu'à travers ça, il ne faut pas tout critiquer, là, mais je veux dire, il y a du bon là-dedans. Mais il a investi quand même dans ces compagnies-là, ces organisations-là, puis ça a été très, très rentable. Le Gavi, The Vaccine Alliance, The Global Fund, puis The Global Portfolio. Ça fait qu'ils investissent dans ces fonds-là, puis ces fonds-là redistribuent de l'argent aux compagnies avec qui ils font affaire. Et puis là, ces compagnies-là fonctionnent, ils font de l'argent, puis là, finalement, les fonds sont profitables. Donc, eux autres, ils ont fait des bonnes affaires avec Gavi, Global Vaccine. Donc, ça, c'est un exemple de Gavi. Comment est-ce qu'il est financé? Donc, Gavi, il y a Bill et Melinda Gates qui investissent là-dedans, mais il y a aussi par ricochet le World Health Organization. Fait que le World Health, ils ont de l'argent de Bill et Melinda Gates, de tous les États, mais aussi ils investissent dans Gavi. Puis la Banque mondiale, il y a un paquet de donneurs private sector. Il y a des gouvernements qui investissent là-dedans aussi. Donc, ils investissent pour aider, mais pour que ça soit rentable aussi. Donc, ça, c'est Gavi. As part of its mission to save lives, reduce poverty, and protect the world against the threat of epidemics, Gavi has helped vaccinate more than 760 million children in the world. Donc,
Ils veulent vacciner le plus possible. Puis à un moment donné, ben, moi, à mon point de vue, c'est que c'est rendu quasiment à outrance. The Global Fund, fait que ça, c'est un autre fonds qu'ils ont investi dedans pour le sida, tuberculose, malaria. Tous ces fonds-là, ils ont leur site web, etc. Puis ils ont aussi leur financement ici, leur partenaire de financement. Et tu as les gouvernements qui sont aussi dans ce fonds-là. Donc, les gouvernements investissent. Donc, finalement, ils ont besoin d'un retour aussi. Donc, c'est vraiment une machine qui est reliée. Les compagnies pharmaceutiques qui font partie aussi de ces organisations-là, le Global Vaccine, le Gavi, il y a plusieurs compagnies pharmaceutiques là-dedans. Donc ça, c'est une partie des investissements de Bill Gates qui investit là-dedans. Mais il y a aussi plusieurs autres parce qu'il y a vraiment beaucoup d'argent. Finalement, sa fortune est évaluée à 112 milliards. C'est pas rien, là. Il y a seulement qu'un homme plus riche, c'est Jeff Bezos d'Amazon. Donc, il y a vraiment beaucoup, Bill Gates, il y a vraiment, vraiment beaucoup d'argent. Puis dans sa philanthropie, ben écoute, il investit, puis il fait de l'argent, puis finalement, c'est ça qu'il dit, c'est qu'il trouve ça vraiment, vraiment rentable de faire de l'argent via des fondations. Et puis, donc, c'est ça. Ça, c'est dans son portfolio d'investissement. C'est les 5 plus gros, les 5 plus gros. Donc, tu as le Berkshire, tout l'empire immobilier, Hathaway. Tu as Waste Management. Tu as Canadian National Railway qui a 1,5 milliard. Ça, c'est des gros montants. Là. 2 milliards, 1,5 milliard. Ici, 11 milliards dans Berkshire avec Warren Buffett. Il y a vraiment beaucoup d'argent, là. The third largest Canadian Railway, correct, Caterpillar, il y a 11 millions de shares à 1,6 milliard. Walmart, il y a 1,4 milliard. C'est incroyable. Puis là, ben, on va y aller en rafale. Ça se trouve à être son portfolio qui est sur le site web en passant. C'est tout du public, ce n'est pas de l'information que je divulgue. Mais ça, c'est toutes les compagnies. Puis on va juste y aller en rafale ici rapidement, là. Avec ici Amazon, il y a 117 millions de dollars dans Amazon. Puis ça, ben, c'est tous des droits de share. Ça, c'est des droits de vote. Donc, dans tous ces investissements-là, c'est des droits de vote. Donc, plus tu es riche, puis tu as des investissements dans ces compagnies-là, dans ces fondations-là, tu as droit de vote, tu as droit d'orienter la compagnie. Donc, ici, on regarde Apple. Il y a aussi 127 millions d'investis dans Apple. Berkshire Hathaway, il y a 8 milliards. C'est la compagnie qu'on parlait de Warren Buffett. Tu as Canadian National Railway, 1,3 milliard. Ensuite, tu as Caterpillar, 1 milliard. Ensuite, tu as Ecolab. Eux autres, ils font toutes sortes d'analyses de laboratoires, compagnie. En tout cas, il y a 680 millions d'investis là-dedans. Crown Castle, dans toutes les communications, des tours de communication, il y a 770 000 d'investis là-dedans. Liberty, ça, c'est toutes des télévisions. C'est des compagnies de télévision, donc, qui investissent là-dedans, puis ils ont un contrôle. Fait qu'il est à hauteur de 51 millions, 34 millions. Tout ça, c'est les médias. Grupo Télévision, au Mexique, 92 millions d'investissements. Donc, il investit dans les compagnies de télévision, les compagnies de communication 5G, compagnie Schrodner, ils font des vaccins, eux. C'est des compagnies qui sont spécialisées, une grosse compagnie, ils ont 308 millions d'investis là-dedans. Twitter, il y a 6 millions d'investis dans Twitter. Vous savez, le tweet de Trump il y a 2 semaines avec un warning. En tout cas, lui, il a droit de vote dans Twitter. Donc, la direction de la compagnie, Facebook, a décidé de ne pas faire de police, si on veut, mais Twitter font la police. Ben, Twitter, c'est sûr que Bill Gates, lui, il voudrait bien que tous ces investissements fonctionnent, puis il y a tellement d'investis dans les compagnies pharmaceutiques. Schrödinger, ça, c'est une compagnie de vaccins qui a au-dessus de 1 milliard d'investis là-dedans. Waste Management, on en a parlé tout à l'heure.
Alphabet, c'est Google. C'est Google, c'est le parrain de Google. Ils ont acheté Google en 2015, c'est incroyable. Puis ils ont aussi Alibaba ici, où est-ce qu'ils vendent un paquet de choses. Il y a 107 millions d'investis dans Alibaba. Fait que ça, c'est Alphabet, qui est finalement Google. C'est Alphabet qui a acheté Google en 2015. Ça, c'est Crown Castle de communication, donc tout ce qui est la connectivité, les tours 5G, etc. Au-dessus de Crown Castle, as more device, machine, and things come online, and new advancements like 5G are deployed, our towers, small cells, and fiber will work together to make these transformation technology possible. Fait que dans la communication 5G, on y va par là. Liberty Global, c'est une autre communication. Grupo Televisa, c'est je vous disais tout à l'heure. Ecolab, ils font un paquet d'analyses, ils sont dans un paquet de secteurs, chemical processing, mais healthcare and life science. Donc, ils font dans les hôpitaux, long care trade, donc ils sont vraiment impliqués là-dedans. Lui, il a des investissements dans ces compagnies-là, il faut que ça soit rentable. C'est sûr que je vais te dire tout de suite, des médicaments comme l'hydroxychloroquine qui se vend quelques piastres avec la zimotricine, je m'excuse, je ne le prononce pas correct, ça ne les intéresse pas, ces petits médicaments-là. Là. Ça prend d'autres choses qui sont pas mal plus importants. Puis ça prend aussi un monde qui soit vraiment dans le besoin. Fait que c'est sûr qu'avec ce qui arrive en pandémie, niveau de chômage qui est monté à 15%, on va être dans le trouble tout de suite, des gens vont perdre leur emploi, la pauvreté va augmenter, on va commencer à être malade. En tout cas, bref, Schrödinger sont spécialisés dans les vaccins. Les autres, ils font des vaccins, c'est une très, très grosse compagnie, donc ça fait partie de leur portfolio. Et puis, Schrödinger, c'est ça. Le Gates Foundation, fait que le Gates Foundation, ils prennent des quantités de pharmaceutiques ensemble, plusieurs géants, donc font une fondation, puis là, ils vont collecter des fonds de eux, puis aussi de d'autres, des gouvernements, etc. Puis là, ils vont redistribuer aux compagnies pharmaceutiques pour développer encore plus, les aider à développer plus de vaccins, puis ces choses-là. Je veux dire, il y a une partie là-dedans qui est noble, c'est sûr, mais jusqu'à quel point ça va? Moi, c'est ma grande question, puis en tout cas, j'ai mes réponses à moi. Medical trial. Industry companies contributing resources and knowledge to the COVID-19 collective include. Ça, c'est toutes les compagnies Boehringer. Ça, c'est toutes compagnies qui sont impliquées dans trouver un vaccin vraiment pour une pandémie qui littéralement c'est fini. On l'a vu tout à l'heure sur les graphiques, c'est descendu à zéro. On n'en parle plus. Bref, on va peut-être parler d'une deuxième vague, mais encore là. Bill, là, ce qu'ils disent au mois d'avril, il est prêt à perdre beaucoup d'argent. Ben oui, il y a 116 milliards de dollars. Quand même qu'il en perdrait un à travers ça. Probablement qu'ils vont en gagner d'autres dans d'autres qui vont faire le contrepoids. Against Big Philanthropy. Fait que c'est sûr qu'il y a des gens qui sont très spécialistes qui vont le critiquer. Moi, je veux dire, je vois ça de ma perspective vraiment limitée. Mais ça, c'est la lettre du gouvernement américain, en passant, qui a envoyé à l'OMS, puis qui dit à l'OMS, regarde, on coupe les fonds, puis c'était le plus gros donneur, les États-Unis. Là, ils contribuaient jusqu'à peu près 850 millions. Donc, ils coupent les fonds, et puis ils expliquent exactement c'est quoi dans leur lettre. De 5 pages, elle est toute publique, cette lettre-là. Ce que ça dit, c'est que finalement, le laboratoire en Chine savait que le virus était existant. Ils ont avisé le World Organization, mais le World Organization n'a pas rendu ces informations-là publiques. Puis là, à un moment donné, le docteur Zhuang, qui a décidé de poster ça en ligne, lui, pour rendre ces informations-là publiques le 11 janvier, le gouvernement chinois a décidé de fermer son lab carrément. Fini. Tiens. Puis là, le World Trade Organization, il n'a pas eu le choix que de rendre ces informations-là publiques. Mais sauf qu'on le savait déjà dès le mois de décembre. Ça que, c'est incroyable. Le World Trade Organization,
pas le World Trade, mais le WHO, l'Organisation mondiale de la santé, aurait dû passer cette information-là. Pourquoi est-ce qu'ils ont traîné? Pourquoi est-ce qu'ils ont traîné? C'est comme si on a voulu laisser aller les choses pour que vraiment le virus se propage. En tout cas, moi, je ne suis pas un expert, je suis loin d'être médecin. Moi, je me débrouille bien dans les chiffres, mais à part de ça. Donc ça, c'est dans la lettre qui explique tout le pourquoi, puis étape par étape, les dates. C'est vraiment bien fait. Fait que ça, c'est la lettre que le gouvernement américain a envoyée. En passant, on vient de découvrir justement hier que Bill Gates a la main sur Lancet. Donc ça, c'est les investissements BlackRock qui appartient à Warren Buffett. Puis Elsevier, qui fait partie de BlackRock, mais sauf que Bill Gates a des investissements dans ces compagnies-là. Bref, c'est ça. La connexion entre Lancet et puis Gates est faite. Puis Gates, puis l'Organisation mondiale de la santé, ben écoute, Gates, c'est 10% du financement de l'Organisation mondiale de la santé. Fait qu'il y a un très, très gros pouvoir là-dedans. Puis c'est eux qui dictent au pays comment gérer la crise. Mais voyons, c'est eux qui dictent comment gérer la crise, mais eux autres, de l'autre côté, ils ont des investissements dans les compagnies pharmaceutiques. En tout cas, moi, je trouve que ça ne tient pas la route. J'espère que YouTube ne me bloquera pas ma vidéo, mais en tout cas. National Post, the case against lockdown, can we fight the COVID-19 outbreak without confining people? Fait que le National Post commence à remettre en question ça. Fait que ça, c'est l'auteur ici au mois de mai. Et puis, ce qu'ils disent, c'est qu'à Hong Kong, ils n'ont pas fait ce qu'on a fait. Puis, ils ont 7 millions de personnes. Puis, ils ont eu seulement 4 personnes qui ont décédé du COVID-19. Nous, à ce moment-là, on avait 3000 personnes qui avaient décédé, mais encore là, décédées. 3000 personnes qui ont été étiquetées COVID-19, mais qui avaient probablement une cause de maladie pulmonaire, maladie cardiaque, maladie cancer, phase terminale. Ceux qui sont en CHSLD, par exemple, sont sur le point de mourir dans une semaine, 2 semaines, ils attrapent le COVID, ils meurent tout de suite. Ben, ils sont décédés par COVID-19, désolé. C'est ça qui arrive. Donc, la Suède aussi qui a pas fermé son économie, qui ont gardé les restaurants, ils n'ont pas bloqué le pays, puis finalement, ça a bien fonctionné. Il y a des gens qui critiquent la Suède, c'est sûr, mais la Suède, si on regarde le nombre de décès, ben, ils sont à 4000 décès, 4500. Nous, on est à 7000. Eux autres, ils n'ont pas fermé l'économie. Ils ont fait attention, par exemple, à leurs vieux. Ils ont fait attention à essayer de régler la distanciation, mais ils n'ont pas fermé les écoles, ils n'ont pas fermé les commerces. Ça fonctionne tout. Puis eux autres, ce qu'ils disent, c'est qu'ils disent Sweden argue that the amount of death will even out in the end, but with less pain inflicted in their economy and people's mental health. Absolument. C'est sûr. Puis moi, j'étais à peu près convaincu de ça. On est rendu à 0 vous avez vu dans le mondial, les 24 pays. On est rendu à la normale au niveau du nombre de décès par semaine au niveau des 24 pays. Donc, on est rendu dans le bas. Ça fait que probablement que c'est des gens qui ont décédé de la COVID. Dans la majorité, je pense, c'est-tu 80%, 90%, je ne le sais pas. Ben, ils avaient déjà une maladie qui fait qu'il aurait peut-être décédé, disons, 1 mois plus tard, etc. Fait que l'avenir va nous le dire, mais moi, je vais continuer à suivre ça, ce graphe-là, à tous les mois, c'est-à-dire à toutes les semaines, qui donne le décès globaux, puis c'est qu'on va voir ça, la courbe descendre. Donc, c'est ça, la COVID, peu probable que le vaccin soit obligatoire, c'est ce qu'on dit dans la presse, mais ce que j'ai entendu à travers les branches, puis ça, je n'ai pas contre-vérifié, mais c'est que le Canada, justement, a acheté 34 millions de vaccins ou a reçu 34 millions, ça, je ne le sais pas. Vous pourrez commenter. En passant, après la vidéo, commentez si vous voulez, partagez si vous voulez, ça va me faire plaisir. Mais apparemment, le gouvernement canadien aurait acheté des scènes. Ça, je ne le sais pas. Il y a une pétition, il y a un projet de loi qui a passé, le projet de loi 61 qui va passer au début de la semaine prochaine. Puis il y a une pétition contre ça, vraiment, c'est de la dictature.
juste en gros, là, une de ces notices-là dans la loi, c'est la prolongation de l'arrêt de l'état d'urgence sanitaire de manière indéterminée, pas juste 2 ans, mais jusqu'à ce que le gouvernement décide autrement. Donc, ça donnerait ces droits-là au gouvernement. Les mesures d'état d'urgence sanitaire permettent au gouvernement de faire fi des droits constitutionnels des citoyens que le gouvernement est supposé défendre. Ceci est une mesure dictatoriale, rien de moins. Dans une société démocratique, jamais ceci ne doit être accepté. Il y a une raison pour ça. Il n'y a aucun fondement scientifique légitime à une telle mesure. La pandémie est presque terminée, mais le gouvernement continue d'appliquer les mesures restrictives à nos droits et libertés. Fait que ça, c'est dans le collectif. Vous pouvez signer la lettre, la pétition. Donc ça, en gros, c'est ça. Le gouvernement se donne le droit d'exproprier n'importe qui, donne le droit de donner des contrats publics comme bon leur semble, construire des projets d'infrastructure dans les zones naturelles, prolonger l'état d'urgence, comme j'ai dit. Le projet de loi prévoit l'immunité pour de poursuites judiciaires le gouvernement. Tout projet n'est pas inclus dans ce projet de loi doit faire l'objet d'une étude d'une durée maximale de 1 heure. 1 heure par la commission. Ben voyons, ça va être garoché. Les gens n'auront pas le droit, les parlementaires n'auront pas le droit de discuter. Changer les règlements de conformité de l'aménagement d'urbanisme, ça n'a aucun bon sens. Donc, moi, je vous encourage à aller la signer. Moi, je l'ai signé. Il y a un fonds qui a été mis sur pied. Il y a déjà 350 000 de ramassés. Puis l'avocat Rocco Galati, qui a gagné des causes, plusieurs grosses causes au Canada, qui a fait virer le gouvernement, ben lui, il est dans cette comité-là, si on veut. Et puis, ils vont aller faire valoir nos droits. Vous pouvez suivre ça ici. Rocco Galati, Stéphane Blais, COVID-19. Regardez sur Internet. Il y a le studio ici. Vous pouvez aller voir ça sur YouTube. Dommages collatéraux. Ben, moi, dans mon livre à moi, il y a actuellement 5800 cas de COVID qu'on a étiquetés COVID. Mais en réalité, il y a un paquet de ces cas-là où c'est des ACV, où c'est des accidents cardiovasculaires qui n'auront pas lieu, mais qui ont été étiquetés COVID, des accidents respiratoires, de diabète. Tout ça, pour moi, les dommages collatéraux, ben, il y a des gens qui se sont vus repousser des gens qui ont des crises cardiaques qui ne sont pas allés immédiatement chez le médecin. Donc ça va être des dommages collatéraux. Des procédures de chirurgie qui ont été repoussées et qui vont avoir des impacts. Ça fait partie des dommages collatéraux d'avoir tout bloqué l'économie puis d'engorger tout notre système. Autre que ça, ben, la pandémie de faim, il y a certains qui disent ça peut générer des personnes qui meurent de faim supplémentaire à hauteur de 300 000 personnes. Ça pourrait amener 8% de la population à être plus dans la pauvreté. Les risques de pandémie bactérienne, ben, c'est sûr que si on commence à être malade, puis de la pauvreté, puis l'hygiène, ça va amener ces problèmes-là. Dépression, anxiété, on en vit autour de chez nous, ça c'est sûr. Les gens qui perdent leur compagnie, le taux de chômage est rendu à 15%, ça n'a aucune espèce de bon sens. Tous ceux qui sont petits vont vraiment souffrir énormément. Les commerces, les restaurants, les petites entreprises où est-ce que les gens investissent de leur propre argent là-dedans vont crever, mais voyons, ça n'a aucun bon sens. La Suède était sur la bonne route, à mon point de vue. Les pertes d'emploi, on est rendu à 17% de taux de chômage. Bombardier a annoncé 2500 pertes d'emploi hier. Aucun bon sens. Puis on est rendu à zéro dans la pandémie. Je ne comprends pas. Je ne la comprends pas. Ça, c'est des liens utiles, donc vous pouvez regarder. Jean-Jacques Crèvecoeur, ça va être un des types qui va faire la mesure collective contre le gouvernement. Pétition en ligne pour la loi 61. Allez-y là-dessus. Bill Gates, c'est des liens ici que j'ai ici. La Fondation de la défense des droits et libertés du peuple avec Rocco Galati que j'expliquais. Fait que ça, c'est des liens. Vous pouvez les regarder. Ici, il y a de la documentation. Ici, lien documentaire. Le dernier bataillon. Ici, vous pouvez voir ça sur Facebook.
Ça, c'est les lanceurs d'alerte. Donc, ça a l'air qu'il y a une émission hebdomadaire toutes les semaines qui va être diffusée avec 9 personnes. Donc, ça serait intéressant de voir l'évolution de cette chose-là. Donc, comme mot de la fin, à mon humble point de vue, les dommages collatéraux du confinement et du ralentissement économique au Québec et au Canada sont immensément plus grands que les décès que l'on a tenté d'éviter et qui probablement seraient arrivés dans le courant de l'année. À voir, point d'interrogation. Mais comme je vous dis, la Suède, eux autres disent ça. Puis même à mot couvert, Trudeau, en début de semaine, il a dit on ne sait pas s'il va y avoir une différence, ou il dit ça ne fera peut-être pas de différence dans le compte à la fin de l'année. Fait qu'on verra. Essayons de voir le portrait global en complémentant l'information de la télévision. Moi, j'en reviens pas à la télévision, on ne parle même pas de Didier Raoult. Pourtant, c'est des connaissances incroyables qu'il a. Il y a au-dessus de 3000 personnes, de 3700 personnes dans la cohorte. C'est vraiment une belle analyse. Son médicament fonctionne. De toute façon, la pandémie est diminuée, mais l'idée dans son processus, c'est de prendre les gens tôt. Quand ils commencent à avoir des symptômes, de les prendre tôt. Donc, essayez d'aller chercher le portail global en complémentant l'information de la télévision. Moi, je vous suggère ça. Cherchez la statistique complète. Moi, je vais probablement refaire un autre petit clip, mais beaucoup plus court que celui-là, dans une semaine ou deux pour voir où est-ce qu'on est rendu. Regardez les tendances, les statistiques, pas à la télévision, mais sur les sites web dont je vous ai parlé. Mettre en relation les causes des autres maladies, parce que si on regarde juste la COVID, puis on ne regarde pas le cancer, puis on ne regarde pas la grippe qui fait 400 000 décès par année dans le monde, ben on passe à côté. Il faut mettre les choses en relation, à mon point de vue. Surveillons ce qui se fait ailleurs pour détecter les bons coups. Fait qu'en France, il va se faire des choses, en Suède, il va se faire des bonnes choses. Aux États-Unis, Trump, il a beau être un Trump, mais lui essaie de se débattre avec les moyens qu'il a. Puis, bref, moi, je veux dire, j'ai mon opinion sur cette personne. Par contre, il y a des choses qu'il fait qui me plaît parce qu'il commence à mettre de la lumière sur des choses qu'il n'y a personne qui veut mettre de la lumière dessus. Parce qu'il y a trop d'intérêt des oligarques là-dessus. Prendre conscience qu'avoir peur, ça affaiblit notre système immunitaire. Quand on regarde les décès tous les jours, ça nous démoralise, ça nous fait mal. On dit, qu'est-ce qui se passe? Mais ça, là, on s'affaiblit nous autres mêmes. Notre joie de vivre baisse aussi. Ça fait que ça vaut la peine de vraiment, là, à un moment donné, quand ça fait 15-20 minutes de COVID à la télévision, changer de poste, puis écouter d'autres choses, ou mettez de la salsa, danser de la salsa, c'est vraiment bon. Protégeons nos plus âgés, déjà pris aux prises avec les maladies et donc vulnérables. Donc, c'est eux qu'il faut protéger. Si on va les visiter, il faut vraiment se protéger, les protéger, leur donner des soins, leur donner un peu d'amour, leur donner de quoi qui va faire qu'ils vont se sentir un peu mieux, un peu plus en confiance pour ne pas leur faire peur. Gardons nos gouvernements à l'œil pour respecter nos droits et libertés. Gardons nos gouvernements à l'œil pour nous permettre de relancer l'économie, pas nous bloquer. Donc, c'est ça. Merci pour votre écoute. Puis, n'hésitez pas de commenter, partager. Écoute, moi, c'est mon humble opinion. Puis, ça va me faire plaisir de voir vos commentaires puis pour ajouter à ma connaissance là-dessus. Bonne fin de journée. Au plaisir.